Kira London-Nadeau nous rappellera les bases par une perspective socio-historique des droits et des défis de reconnaissance des personnes trans et queer dans la société canadienne. Elle nous invite à rester critiques, qu'on soit plus intentionnel pour construire autrement, qu'on n'ait pas juste un regard uniquement porté sur les souffrances et de ne pas essentialiser cet aspect-là de l'existence. J'ai beaucoup aimé quand on s'est parlé, elle m'a dit il y a une satisfaction aussi, faut pas l'oublier, à être trans et queer. Donc on l'applaudit, Kira. Salut tout le monde, moi c'est Kira et j'utilise le pronom elle. Je suis candidate au doctorat à l'Université de Montréal et j'étudie depuis maintenant plusieurs années la consommation, en particulier la consommation de cannabis chez les jeunes queer et trans. Et ça fait super plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de comment on peut offrir un meilleur soutien à ces communautés. Donc, avant de débuter, il y a quelques éléments qu'on doit garder en tête afin de comprendre comment on a vraiment construit les réalités des jeunes queer et trans de nos jours. Donc, d'abord, je pense que c'est important de se rappeler qu'à la fois l'identité sexuelle et l'identité de genre ou la conception qu'on a du genre sont des éléments qui sont socialement construits. Donc, de nos jours, on a tendance à conceptualiser, par exemple, le genre comme étant quelque chose de fixe, quelque chose de binaire, quelque chose de défini par les caractéristiques physiques, en particulier les organes génitaux d'une personne. Et cette réalité-là diffère beaucoup de ce qu'on a vu à travers l'histoire et à travers le monde. Donc, vous voyez à l'écran quelques exemples parmi tant d'autres de sociétés, de communautés qui conceptualisaient ou vivaient le genre et l'identité sexuelle différemment. Et donc, autant qu'on a construit notre conception de l'identité sexuelle et de genre d'une certaine manière de nos jours, il est aussi possible de déconstruire ces normes-là afin d'en reconstruire qui sont plus équitables. Pour savoir comment ce qu'on a à déconstruire, justement, c'est important de garder en tête qu'est-ce qui a caractérisé la réalité des personnes qui ont historiquement sorti des normes de l'identité sexuelle et de genre. Donc, on voit en premier à gauche ici que c'est en 1969 que l'homosexualité a été décriminalisée au Canada, mais on sait à travers les expériences sur le terrain que ça a pris beaucoup plus longtemps à être vraiment ressenti. C'est en 1973 que l'homosexualité a été retirée en tant que diagnostic du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mais encore une fois, ça a pris 15 ans à ce que les mentions d'orientation sexuelle soient retirées de tout diagnostic du manuel. Pour ce qui est de l'identité du genre, ça a pris encore beaucoup plus longtemps. On est en 2013 quand le retrait c'est-à-dire trouble de l'identité du genre, a été retiré du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et la dysphorie du genre demeure comme une pathologie qu'on voit comme étant individualisée à travers sa présence dans ce manuel-là, malgré le fait que la détresse qui est provoquée par rapport au genre est souvent très liée aux normes qu'on a, de nos normes sociales par rapport au genre. C'est les répercussions de la pathologisation qu'on a par rapport aux communautés queer et trans se voient beaucoup à travers nos politiques et nos pratiques. Donc, par exemple, les efforts de conversion de l'identité sexuelle et ou de genre ont été criminalisés qu'en 2022. Ça fait pas très longtemps, mais malgré ça, on continue de voir des efforts de conversion qui persistent de manière informelle à ce jour. On voit aussi comment l'État utilise une conceptualisation qui est très rigide par rapport au genre en particulier. On voit ça à travers, par exemple, le projet de loi 2 qui a été proposé en 2021 et qui cherchait à rendre obligatoire les chirurgies génitales pour avoir accès au changement de la mention de sexe sur les documents d'état civil. Alors, on reconnaît encore une fois les tentatives de réglementer l'autonomie corporelle des gens pour rapporter à une réalité où que les organes génitaux seraient ce qui détermine
notre genre du point de vue du gouvernement. Donc, évidemment, ça a été un projet de loi qui a été lourdement contesté par les membres de la diversité sexuelle et de genre et des personnes concernées, des personnes soutenantes. Donc, heureusement, le projet de loi a été amendé, mais ça nous montre que la menace de cette atteinte à l'autonomie corporelle persiste à ce jour. En même temps, ça nous rappelle l'importance de prendre action et la bonne nouvelle, c'est que chacune d'entre nous dans cette salle aujourd'hui pouvons prendre action de différentes façons. Donc d'abord, le soutien social est un élément super important aux réalités des personnes queer et trans. En fait, dans un article que j'ai publié l'année passée avec des collègues, on a trouvé que le soutien social était associé à une meilleure santé mentale parmi les jeunes trans et non-binaires au Québec. C'est probablement, comme vous le pensez peut-être, le résultat le moins surprenant que je vais publier de ma carrière. Mais il faut quand même que ce soit là. Puis ça nous montre à quel point, justement, le soutien social est important. À la fois le soutien direct qu'on peut offrir aux gens, mais aussi le soutien indirect qu'on crée en ayant des contextes qui sont qui accueillent bien les personnes trans et non-binaires. Il y a aussi plusieurs organismes et services communautaires que je tenais à souligner qui desservent et qui travaillent pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Mais comme justement, je veux pas moi-même tomber dans cette pathologisation ou cette vision des communautés queer et trans qui est très négative, très axée sur les déficits, il faut aussi qu'on remarque à quel point les identités queer, les identités trans peuvent être une source de joie, une source d'épanouissement, une source de bien-être. Et en fait, on voit ça étant reflété dans la recherche de plus en plus récemment. Et je pense que ça a été super bien dit par un participant de notre étude avec 27 jeunes queer et trans au Québec. Il a dit « Je pense que le fait d'être trans est l'une des meilleures choses de ma vie. C'est juste de devoir accéder aux soins de santé. C'est comme si tout allait bien jusqu'à ce que je doive accéder aux soins de santé. » Alors, les propos de ce participant nous amènent vraiment à faire la part des choses entre ce qui est comment on vit notre identité personnellement au sein de nos communautés et ce qui est la réalité ou les réalités auxquelles on se heurte dans les systèmes, dans les soins, dans les services et dans les normes sociales. Donc, dans ce contexte-là, et surtout dans nos contextes de réduction des méfaits, à quoi peuvent ressembler solidarité et soutien? Il y a beaucoup de choses sur cette diapo. Je vais parler à gauche, puis ensuite, on va aller à droite. Donc, je nous encourage à garder en tête deux réalités qui caractérisent la santé mentale et la consommation chez les jeunes queer et trans. Premièrement, le fait qu'il y a plusieurs barrières et obstacles à la réception de services et de soins adéquats en matière de santé. Et deuxièmement, qu'il y a plus de consommation de substances de manière générale, mais mon domaine, c'est plutôt par rapport au cannabis, donc c'est de ça que je vais parler. Il y a plus de consommation dans nos communautés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ou ce qu'on recommande aux personnes qui interviennent avec les jeunes queer et trans qui consomment? C'est d'abord de reconnaître le rôle de la consommation, surtout étant donné les freins qu'il y a à accéder à d'autres types de services. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les jeunes vont consommer pour obtenir un soulagement qui est difficilement accessible autrement. Mais en même temps, on veut encore une fois pas retomber dans une conception médicalisée des jeunes queer et trans, et c'est donc important de reconnaître d'autres rôles aussi qui peuvent être liés aux identités queer et trans des jeunes, comme par exemple, on entend beaucoup dans les études desquelles je fais partie que les jeunes peuvent consommer pour faire de l'introspection, mieux comprendre et exprimer leur genre, connecter avec leur communauté et avec les autres, tisser des liens. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les jeunes queer et trans, en particulier, chercheraient à consommer du cannabis, par exemple. Donc, point numéro 2, ça fait qu'il faut vraiment reconnaître ces bénéfices-là et avoir une vraie approche de réduction des méfaits qui prend très au sérieux les bénéfices
que peuvent tirer les gens de leur consommation. Je pense que dans cette salle, je dis des choses que vous savez déjà, mais je veux vraiment faire le point sur le fait que si on cherche à diminuer, par exemple, la consommation d'une personne, on est en train de chercher à diminuer tous ces bénéfices-là qu'elle pourrait aussi vivre de sa consommation. Finalement, en même temps, je veux pas faire comme si toutes les réalités des jeunes queer et trans étaient les mêmes et qu'il faut quand même faire preuve de précision par rapport à l'identité, à la consommation et à la santé mentale et comment ces choses interagissent dans l'expérience de chacune. Donc, j'aimerais donner parole aux participantes de notre étude que j'ai mentionnée tantôt. Je vais commencer en haut à gauche. Donc, une première personne nous a dit « Mon thérapeute avait juste aucune expérience avec le cannabis ». Et ça, je pense que ça démontre qu'on a encore un besoin de mieux former les gens qui interviennent auprès des jeunes, à avoir plus de connaissances par rapport à la consommation de substances et à la consommation de cannabis en particulier, parce que, étant donné les taux de consommation plus élevés parmi les jeunes queer et trans, c'est une communauté qui va particulièrement bénéficier du fait que les gens soient mieux outillés. Une deuxième personne nous a dit « Être queer a amélioré ma santé mentale ». Je pense que c'est important juste à reconnaître et à représenter. Une troisième personne nous a dit « Puisque le weed m'aidait à relaxer en général, ça m'a permis d'exprimer mon genre pleinement ». Puis ça, c'est un exemple, par exemple, où qu'il y a vraiment une synergie ou un apport bénéfique à la consommation de cannabis dans l'expression et dans la manière que quelqu'un peut vivre son genre. Donc, en prenant tout ça en compte, notre équipe avons mis ensemble quelques recommandations que j'aimerais maintenant vous partager. Donc, en premier, on comprend que, bien sûr, on va souvent pas nécessairement partager les mêmes identités sexuelles ou de genre avec les personnes qu'on souhaite soutenir. En même temps, c'est quand même possible de construire des ponts, notamment en essayant de mieux comprendre le contexte et la culture dans lesquels se trouve une personne. Donc, on recommande de visionner des films, des séries télévisées, de lire des livres, d'écouter des balados-diffusions pour avoir un langage commun et pour mieux comprendre vraiment les réalités des personnes qu'on cherche à aider. Personnellement, dans ma vie, j'ai des personnes qui sont cisgenres, hétérosexuelles, mais qui ont énormément lu à propos des réalités des personnes queer et trans, et ce sont des personnes envers lesquelles je me tourne pour demander leur avis, essayer de tirer de leur expertise dans mes propres travaux. Donc, il y a quand même des manières de pouvoir connecter malgré le fait de ne pas nécessairement partager les mêmes identités. Mais en même temps, on veut s'assurer de savoir où sont nos limites et de savoir quand référer quelqu'un à d'autres ressources, à quelqu'un qui serait mieux positionné. Et une note à propos de ça, c'est de s'assurer de tenir sa liste de références à jour parce que c'est super décourageant pour des gens de se faire référer à des ressources qui n'existent plus. Troisièmement, une réalité à laquelle sont confrontées plusieurs personnes de la diversité sexuelle et de genre, c'est qu'il y a quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de détresse qui peut exister dans nos communautés et on peut se sentir comme si, comparativement, on ne souffrait pas assez pour mériter du soutien. C'est un discours que je vous encourage ou que je nous encourage, m'incluant, à reconnaître et à savoir confronter pour dire que non, tout le monde mérite du soutien et qu'en plus d'être quelque chose qui va aider la personne individuellement, ça aide aussi nos communautés que chacune d'entre nous soyons bien soutenus. Et finalement, on reconnaît que le langage qu'on utilise pour parler de différentes identités, de différentes expériences peut vraiment changer. Et c'est normal, on encourage les gens à s'informer, mais s'il y a des erreurs, de les corriger et de passer à la prochaine chose. De vraiment s'attarder à une erreur peut juste provoquer plus de détresse et apporter plus d'attention à l'erreur qui a été commise. Finalement, on a créé une capsule vidéo qui met en valeur les voix de quelques jeunes queer et trans qui s'adressent aux professionnels de la santé à propos de la consommation de cannabis et la santé mentale. Donc, je vous encourage à consulter la vidéo sur notre chaîne YouTube à VoxCan Montréal.
Et c'est tout pour moi. J'ai tiré beaucoup du matériel de la présentation du zine et de l'affiche qu'on a créé à partir du projet de recherche qualitative que j'ai décrit. Donc, je vous encourage à aller consulter le zine et l'affiche, les partager, les imprimer, faire ce que vous voulez. Je vous donne la permission et merci beaucoup pour votre écoute.